tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle et assez courte, je pense, vidéo de deux titres publiés récemment chez Gallimard avec l'essai de Leila Slimani, Assaut contre la frontière, qui est tout fin mais extrêmement intéressant et riche en sujet. Et Je suis drôle, le tout dernier David Fuenquinos. Alors je n'ai pas l'exemplaire final, j'ai le plus fin sans le bandeau. J'ai le service de presse qu'on m'a sympathiquement prêté, mais voilà. À l'exemplaire final, je vous mettrai une photo là, que j'ai beaucoup aimé. J'ai enchaîné ces deux lectures assez courtes mais puissantes et extrêmement intéressantes. Donc on va commencer par Assaut contre la frontière de Leila Slimani parce que c'est le premier que j'ai lu. Alors ce n'est pas un roman, c'est une espèce d'essai personnel sur plein de sujets propres à Leila Slimani qu'elle a lu l'année dernière lors du festival d'Avignon 2025, et j'ai adoré ce très court récit qui m'a donné profondément envie d'élargir ma culture de Leila Slimani et de lire d'autres de ses romans cette fois-ci parce que je n'en ai encore jamais lu. Voilà, comme quoi il n'y a jamais de fin dans la littérature, c'est ça qui est bien, même quand on lit beaucoup, et ben on découvre toujours plein de romans et d'auteurs. Alors, je vais prendre mes notes pour celui-ci parce que même s'il est court et que j'ai pas trop envie de vous en dire, j'ai quand même noté les sujets principaux et des citations. Alors, Assaut contre la frontière, qui est vendu pour 10 € chez Gallimard et qui fait 70 pages. Ça parle du sentiment qu'a Leila Slimani d'être apatride, le fait de mal maîtriser la langue arabe, que ça l'a fait se sentir apatride. Apatride, c'est quelqu'un qui n'a pas de pays. Donc il faut savoir que Leila Slimani, je me suis quand même renseignée, hein, bien sûr, elle est née au Maroc, elle est marocaine, elle est née de parents ayant une bonne situation au Maroc. Du coup elle a été très jeune immergée dans la culture occidentale et notamment française. Elle s'est imprégnée un petit peu de nos écrivains, de nos musiciens, donc elle était extrêmement francisée, elle maîtrisait très bien le français et la langue arabe elle l'a un petit peu perdue et elle souhaite un petit peu se la réapproprier. Elle va nous donner l'exemple de sa grand-mère maternelle qui est allemande. En fait, ses grands-parents maternels se sont rencontrés durant la guerre. Lui, il était marocain envoyé en France pour aider, comme le Maroc était un pays colonisé par la France. Ils se sont rencontrés en Allemagne et ensuite elle est venue au Maroc. Elle a appris l'arabe tout en continuant de parler français, alsacien et allemand. Et Leila Slimani, elle est vraiment admirative de cette grand-mère qui maîtrise ces langues-ci et qui n'a jamais abandonné son héritage tout en s'adaptant à une nouvelle langue et culture. Et c'est vraiment cette réflexion-là qui va être développée dans ce récit. C'est également des sentiments qu'elle nous partage, comme le fait qu'en arrivant en fait en France, lors de ses études supérieures, elle était vue comme l'arabe, et au Maroc, elle était vue comme l'occidentale par certains qui voyaient d'un mauvais œil qu'elle soit allée habiter en France, qu'elle était trop occidentalisée, et c'était mal vu. Elle nous parle du fait qu'elle n'a pas d'accent et que du coup ça l'a préservée du rejet, que si elle avait eu un accent, elle est persuadée qu'elle serait faite rejeter, et que communiquer la langue c'est clairement l'inclusion et ne pas la maîtriser, c'est l'exclusion. C'est le fait qu'elle écrive sur des personnages marocains, arabes, mais qu'elle écrit en français, qu'elle vit au Portugal, c'est simplement sa volonté de ne pas choisir d'être qui elle est, et c'est très bien comme ça, sauf que c'est quelque chose qui lui est souvent reproché, parce qu'il y a toujours des gens qui critiquent quoi que vous fassiez. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Ah oui, elle nous parle également de son père qui est allé à l'école de la République et qui était un des 3 seuls Marocains de sa classe, et les 3 élèves se battaient un petit peu pour vraiment briller et être le meilleur. Et elle dit que d'une certaine façon, elle a vécu la tour de Babel inversée. Au commencement, il y a eu la pluralité des langues, la différence, la coexistence. Puis, pour citer le texte biblique,
un seul langage et les mêmes mots. Elle dit également par rapport à cet accent. Comment aurais-je vécu mon arrivée en France si j'avais eu un accent, ce fameux accent arabe si codé socialement? Celui que j'ai entendu dans les films, cet accent comique, ridicule, celui des Bougnoul de Dupont-Lajoie. Apparemment, c'est le nom d'un film. Page 35. Et j'ai mis également lire le début de la page 36 quant à la langue française. Ouais, c'était ça. Au fond, je soupçonnais déjà que le rapport à la langue française était fondé sur une sorte de paradoxe. Car si la langue est au cœur du projet républicain et universaliste, si elle fonde la citoyenneté, elle est aussi un instrument d'exclusion qui fait percevoir l'étranger qui parle mal comme une menace ou un inférieur. Et elle est persuadée que les gens qui maîtrisent mal ou pas la langue française sont rejetés. Et puis on voit ma mère qui s'occupe de réfugiés politiques en France, ceux qui ne parlent pas français, elle ne peut pas leur trouver un travail et ça les exclut. Donc la première étape, c'est celle de parler français. Ensuite, ah oui, elle nous parle entre les Marocains effectivement qui embrassaient la culture française et la culture occidentale avec les blue jeans américains à écouter des artistes français comme ses parents le faisaient et ceux qui voient d'un mauvais œil ce présentéisme occidental qui étouffe un petit peu et qui brise un petit peu les traditions marocaines. Également, l'adjectif occidentalisé devient alors une insulte et elle cite Salman Rushdie que je n'ai jamais lu et qu'il faudrait vraiment que je lise. Salman Rushdie qui dit: on veut nous mettre dans des boîtes, il faut se définir, pakistanais, indien ou femme, afro-américain ou lesbienne, et se comporter comme un porte-parole bien pensant. Or, les écrivains qui comptent n'ont jamais écrit au nom d'eux, mais plutôt contre. Page 55. Et qu'en fait, elle déplore effectivement qu'elles doivent se décrire: je suis marocaine, mais j'habitais en France, je vis au Portugal, j'écris en français sur des personnes marocaines. Juste, laissez-la faire ce qu'elle veut, quoi. Et elle dit: je suis une arabe qui parle mal l'arabe, une marocaine ni meilleure ni moins bonne qu'une autre. Et apprendre une langue, c'est accepter de ne pas régner sur le monde et s'offrir la possibilité de se tromper, de dire une chose bête ou drôle, de rougir et de rencontrer l'autre, page 67. Et ça, quand bien même je ne vis pas du tout le sentiment qu'elle peut vivre, d'être sans arrêt perçue comme l'étrangère, et ben ça c'est un truc que je vis et que je ressens quand je vais en Corée. Le fait d'être vue comme l'étrangère, celle qui dénote, et le fait qu'il y ait des fois où je me dis ma grammaire elle est bancale, mon mot je ne l'ai pas, je vais pas réussir à me faire comprendre, et c'est exactement ça quoi, que c'est accepter de ne pas régner sur le monde, d'être un peu à côté de la plaque et d'être un peu écarté, et voilà quoi. Voilà, donc un essai extrêmement riche qui parle de la langue, de l'intégration, du concept d'étrangers, d'apatrides. C'est extrêmement personnel, mais je pense que c'est quelque chose qui peut parler à beaucoup de monde, quand bien même on ne vit pas la situation dans laquelle elle est. Je vous encourage vivement à le découvrir, mais vraiment une lecture extrêmement puissante, extrêmement intéressante, que j'ai adorée. Et ensuite, la seconde et dernière lecture de cette vidéo, c'est le fameux Je suis drôle de Fuenquinos, que j'avais extrêmement hâte de lire parce que j'adore tout ce que fait Fuenquinos. Je n'ai pas encore tout lu ce qu'il a écrit, mais quasiment. Et j'avoue que forcément celui-ci, j'avais extrêmement hâte de le lire. J'allais l'acheter jusqu'à ce que la collègue qui m'a remplacée, qui est également mon amie, me l'a prêté. Donc c'est extrêmement gentil de sa part parce que ça m'évite des frais. Je dépense suffisamment dans des livres dans la même librairie qu'effectivement si je peux avoir des trucs qu'on me prête, ça m'arrange beaucoup. Alors Je suis drôle de Fuenquinos, ça parle de quoi? Déjà on retrouve vraiment ses codes, son style complètement unique qui mêle un moment humoristique complètement atypique avec de l'émotion et de l'affect. Alors on suit Gustave Bonsoir, oui il s'appelle vraiment Bonsoir. Il est né d'une mère qui très jeune est morte et d'un père anonyme. Il a été adopté lorsqu'il avait 5 ans
par une directrice d'école et un professeur des écoles. Un couple très aimant qui n'a pas pu avoir d'enfant biologique. Gustave grandit en étant un petit peu le bout en train de service, il fait des blagues, il fait le con, il tombe, il invente des excuses mirobolantes pour un petit peu essayer de se faire mousser, mais également attirer un petit peu la sympathie et l'humour chez les uns et les autres. Il aime faire rire, pour lui il est drôle et ça lui plaît. En grandissant, à 18 ans après le bac, il choisit d'aller à Paris où il va vivre très sommairement dans un petit studio, il va travailler dans un restaurant et le but c'est de faire ses classes à Comédie Pigalle qui est une salle de spectacle où il va se produire pour une première fois et essayer de percer et d'être comique. Il veut faire du stand-up, il veut faire rire. Sauf que ça va pas se passer comme prévu, ça va pas être si simple. Mais finalement, un retournement de situation arrive parce que dans Fuentino ça se passe rarement mal. Quand bien même il y a des livres tristes, hein, par exemple celui de l'année dernière, Tout le monde aime Clara qui doit être ici là, il était hyper triste. Mais sauf qu'il réussit à faire en sorte que bien que le fond soit triste, il y ait des éléments drôles et qui égayent le récit. Et ça j'aime beaucoup parce que c'est jamais plombant, on va jamais pleurer, on va jamais se sentir déprimé, surtout quand il fait un temps de merde comme aujourd'hui où j'ai envie de me tirer une balle. Et ben rien que le fait de vous parler de ce roman, ça fout la patate. Donc ça c'est cool. Et du coup il va se retourner d'une façon, on verra comment, mais on sait dès le début du récit que Gustave Bonsoir a percé, qu'il est devenu connu. Oui. Et comment est-il devenu connu? C'est un petit peu la question qu'on se pose durant tout le récit. Donc c'est Gustave qui s'éloigne un peu de sa famille, qui a honte de ne pas percer. Il invente des excuses, et il y en a une que j'ai écrite parce qu'elle me fait très très rire. Il aime beaucoup Samuel Beckett, et en fait il fait croire à sa mère qu'il va jouer en attendant Godot, la fameuse pièce. Et sa mère dit qu'elle attendait vraiment Godot quoi, quand en fait elle a vraiment envie de voir sa pièce. Et lui il invente une excuse, sauf que il n'y a pas Godot parce qu'il a menti. Il y a même des situations qui sont tristes, par exemple le père de sa copine Margot est parti et il y a écrit exactement: son père ayant décidé de fonder une nouvelle famille visiblement plus excitante que la précédente, page 27. Donc d'une ça m'a parlé, et de deux, Fuentino incorpore de l'humour dans une situation qui est loin d'être drôle parce qu'elle a été abandonnée par son père quoi. Il ne s'occupe plus d'elle. Voilà, je vais pas vous en dire trop, mais également sur la fin, j'ai beaucoup aimé, il y a des jeux de mots et des situations drôles en rapport avec l'art et notamment un homme. Et il y a écrit: il aurait plutôt dû considérer son mariage comme une exposition temporaire, page 130. Alors on ne parle pas de Gustave, je ne vous spoile rien, mais j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, il y a un peu plein de punchlines comme ça extrêmement drôles. J'ai beaucoup ri durant la lecture, mais également j'ai eu de l'affect et une sympathie particulière pour ce jeune homme qui est bien plus jeune que moi. Mais voilà, je vous conseille vivement Je suis drôle. Encore une fois, Fuentinos a fait fort. Franchement, j'aurais bien lu 50 pages de plus. Je l'ai limite trouvé trop court. Mais voilà, pour autant, je ne suis pas restée sur ma faim. Peut-être que plus long, ça aurait été un peu rébarbatif, un peu inutile. Mais écoutez, vraiment, gros coup de cœur, voilà. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo assez courte de 2 romans Gallimard très récemment parus. Vous commencez à me connaître, Gallimard c'est un de mes éditeurs préférés. Pour moi, il y a eu seulement un flop, un livre que j'avais commencé, je me suis dit je n'irai jamais au bout, que j'ai arrêté de chez Gallimard, mais sinon les dizaines d'autres que j'ai lus, ça n'a jamais été un flop, j'ai tout le temps aimé. Il y a des titres que j'adore qui sont chez eux et à chaque fois que j'en découvre d'autres, je ne me plante quasiment jamais. Donc voilà, écoutez, j'espère que ces 2 titres vous auront donner envie de vous pencher dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, il y aura les articles relatifs au livre dans la barre d'infos. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Et de mon côté, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!